Si tu as des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et si ça ne matche pas, c'est que c'est comme ça. Donc en fait, il ne faut pas faire de compromis en matière de recrutement parce que tu le payes toujours. Je travaille beaucoup avec des entreprises du CAC 40 avec laquelle on a eu un problème, c'est qu'on était vraiment un de leurs gros partenaires, ils avaient vraiment besoin de nous et du jour au lendemain, la direction des achats a dit stop, plus un appel d'offres, blacklisté, etc. Plus le droit de passer un coup de fil. Quand tu vas essayer de gagner le référencement de Renault, Total ou de la Société Générale, tu sais que si tu le gagnes, l'enjeu il est énorme, faut pas se louper quoi. Mais je pense que voilà, le challenge principal c'était celui-là, c'était de vendre une histoire qui n'était pas complètement écrite, un peu comme si elle était déjà écrite. Et ça, c'est un tour de force qu'on a réussi et moi j'en suis super fier. C'est quoi les tips ou les choses à apprendre de comment arriver à créer ce tour de force? En pur B2B, mon expérience m'a montré que ce qui marche bien, c'est Est-ce que tu as une bonne victoire, une bonne nouvelle là dans les derniers jours, semaines? Effectivement, ouais, j'ai une grande nouvelle, c'est qu'en fait, il y a un fonds d'investissement qui va rentrer dans la société Le Hibou. Et du coup, ça va changer pas mal de choses dans la vie de l'entreprise dans les mois et les années qui arrivent. Et ça symbolise quoi pour toi? Alors, ça symbolise pas du tout une victoire, puisque lever des fonds a jamais été une fin en soi pour moi. Voire, j'ai toujours été un peu le petit village de Gaulois dans l'univers des plateformes où tout le monde a tendance à lever des fonds. Tu peux partager combien tu as levé? C'est quelque chose de confidentiel? C'est 6 millions d'euros. Okay. Donc c'est une levée qui n'est pas très importante. Ouais. On aurait pu lever sûrement 50 millions d'euros. Mon objectif, c'est plus de continuer à pouvoir conduire cette entreprise comme j'ai envie de le faire. Donc ma priorité, en fait, c'est d'avoir une grande liberté dans la façon de gérer cette boîte. Mmh. Et du coup, la levée de fonds est pas du tout pour moi quelque chose, un objectif que je poursuivais, voire au contraire, ma fierté en réalité, ça a été de montrer qu'on pouvait monter une boîte à 50 millions de chiffre d'affaires sans lever de fonds, en étant un peu malin, en s'auto-finançant. Et malgré tout, on arrive à un niveau de maturité où je trouve que c'est intéressant de faire entrer un fonds. Et finalement, c'est pas tant pour l'argent qu'on va injecter dans l'entreprise, parce qu'on n'a pas un réel besoin en fait d'injecter de l'argent. C'est plus pour scaler la boîte, et je me dis qu'être adossé à un fonds, c'est une bonne façon d'aller chercher une dimension vraiment supérieure. On va faire 100, 200, peut-être 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu t'offres réseau, savoir-faire, expérience, plus que juste un montant sur le compte en banque. Ouais, exactement. Exactement. Puis je suis assez pas dubitatif, mais en tout cas, je prends un certain recul par rapport à toute la communication qui est faite actuellement sur les licornes, qui sont valorisées comme des boîtes qui valent des milliards par justement la mécanique de la levée de fonds. Et je pense qu'il faut rester humble par rapport à ça, parce que c'est que ça reste quand même très artificiel en fait, ces valorisations. Et justement, non, moi j'ai pas levé aujourd'hui. Ouais. J'ai plutôt une philosophie bootstrap. Ouais. Enfin plutôt, j'ai une philosophie bootstrap. Et c'est une question que je me pose. Qu'est-ce qui permet selon toi de pouvoir choisir, tiens, je vais lever ou je vais pas lever? Moi, je crois qu'en fait, derrière tout ça, c'est la volonté du dirigeant. Et c'est quels sont les moteurs du dirigeant. Finalement, c'est ça qui drive la question de la levée de fonds et plein d'autres questions sur la gouvernance, etc. Comment tu organises ton entreprise. Je pense qu'il y a des entreprises qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'injecter massivement de l'argent au démarrage. Et pour cette raison-là, elles vont lever early stage, comme on dit, c'est-à-dire assez tôt, en fait. Et sans ça, elles ne pourraient pas exister. Donc, en soi, c'est une bonne décision. Souvent, dans des modèles B2C, tu vois, en fait, forcément, tu as besoin de faire connaître une marque auprès d'un grand nombre d'utilisateurs. Et donc, par définition, il faut injecter massivement de l'argent. Donc, dans ce cas-là, je trouve que c'est intelligent de le faire. Après, effectivement, c'est vraiment une question de volonté du dirigeant. Et la question de la gouvernance, elle est importante parce que moi, typiquement, je préfère avoir une boîte qui vaut, je sais pas, 100 millions qu'un milliard, à condition que cette boîte, en fait, elle me ressemble et que je puisse la diriger comme je l'entends, sans avoir un fonds qui m'impose, tu vois, des directives sur ce qu'on doit faire, la façon dont on doit diriger, la politique salariale, etc. C'est quoi une entreprise qui te ressemble? Ouais, c'est une vaste question, mais en fait, Le Hibou, c'est la 5e entreprise que j'ai créée.
Ok. Et je pense que c'est celle qui me ressemble le plus parce que ou c'est celle que je considère comme la plus aboutie parce qu'en fait je pense qu'elle réunit beaucoup d'ingrédients, ces ingrédients étant des réussites et des échecs que j'ai pu avoir par le passé. En fait j'avais commencé par monter une première boîte quand j'étais assez jeune et qui a connu quand même un succès qui était pas mal pour l'époque. On a monté ça à deux. On l'a revendu 5 ans plus tard, il y avait un peu plus de 120 salariés, on avait monté une boîte spécialisée dans la data. À l'époque, on parlait moins de la data, mais il y avait déjà beaucoup de projets. J'ai remonté 2 autres boîtes derrière, et puis la 4e, en fait, on a calé. On est parti dans une mauvaise direction. Okay. Et ça a été un échec concrètement, alors que on s'imaginait que un peu en claquant des doigts avec mon associé de l'époque, chaque fois qu'on montait des boîtes, globalement, ça allait bien se passer. 3 personnes peuvent mal vivre l'échec, mais pour des raisons différentes. Toi, c'était quoi la signification qui faisait que c'était inconfortable? Je pense que du fait des, entre guillemets, réussites que j'avais pu avoir par le passé assez jeune dans les boîtes précédentes, on m'avait un peu étiqueté comme le mec qui est assez successful quand il monte des business, etc. Et donc, en fait, tu te prends une grosse claque dans la gueule, concrètement. Parce que du jour au lendemain, tu n'assures plus la promesse, entre guillemets. Je pense que la valeur de quelqu'un tient pas tellement à ce qu'il fait, mais plus à ce qu'il est. Mais dans ces moments-là, en tout cas, tu peux pas t'empêcher de relier les deux. On est inégaux, en fait, dans la façon de vivre l'échec. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en tout cas, c'est un truc qui m'aide beaucoup aujourd'hui, à avoir, entre guillemets, une démarche d'humilité, parce qu'en fait, on sait que la roue tourne. C'est compliqué, en fait, d'arriver à se dire que on peut décorréler, en fait, ce qu'on fait de ce qu'on est. Et en fait, en réalité, je trouve que c'est intéressant, l'échec en particulier, il est intéressant pour ça. Parce que ça permet de se dire que on a l'impression qu'on a plein de gens qui nous aiment. Mais tout ça, c'est quand même un peu fake. La réalité, c'est qu'il faut essayer d'être bien soi-même, bien avec ce qu'on fait. Et avoir une certaine distance avec la réussite et l'échec de façon finalement assez stable. Donc moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai retiré. Ça m'a permis de prendre une certaine distance par rapport à la réussite aussi, finalement, en me disant, c'est pas très grave de ne pas réussir. Et justement, aujourd'hui, bon, ça peut être l'exemple de la levée là, avec les 6 millions, mais ça peut être d'autres exemples, un palier de chiffre d'affaires, un contrat. J'imagine il y a un contrat dans tous les contrats que tu as eu dans les 6-7 dernières années qui est un peu symbolique. C'est quoi ton process pour redescendre sur terre, entre guillemets? Vraiment, je pense que c'est une démarche très personnelle. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de me ressourcer seul pour prendre de la distance avec tout ça. Donc, ça peut être avec des moments de méditation, une forme de spiritualité, du sport, des espaces de liberté, aller faire du kite, des sessions de kite où tu es seul. Tu n'es pas en train de tricher, quoi. Tu es seul dans un univers qui est grand. C'est assez ouf le nombre d'entrepreneurs, dont Richard Branson, que j'ai pu rencontrer il n'y a pas longtemps, qui adore le kitesurf. Tu as une explication à ça? Pas trop. Alors, c'est vrai que je vois bien qu'il y a Kite and Connect, que tu connais peut-être, qui fédère beaucoup d'entrepreneurs maintenant autour du kite. Mais c'est pas si vieux, en fait. J'ai pas vraiment d'explication. Moi, je faisais du windsurf avant de faire du kite. Donc, pendant 20 ans, j'ai fait du windsurf. Et je pense que la similitude, c'est finalement la notion des grands espaces. Et c'est la liberté. C'est en fait, tu as envie d'exercer ta liberté dans un espace qui est pas clos. Je vois ça comme similitude en fait entre l'entrepreneuriat et le kite. Les sensations fortes, les sensations aériennes. Le risque un peu. le risque un peu, mais en réalité, c'est pas si risqué que ça, le kite. Si tu respectes les règles de sécurité, parce que ça peut être un sport dangereux, bien sûr. Mais je pense que c'est ça, en fait. Et puis, mine de rien, je pense que la montagne et la mer, ça reste 2 environnements qui peuvent être hostiles, où il y a une forme de défiance. Quand tu fais une sortie et que y a beaucoup de vent, qu'il y a des vagues, c'est une petite chose. Là, donc, ça rend humble aussi. Ouais, ça rend humble aussi, exactement, ouais. Tu parlais de méditation, de spiritualité, ça prend quelle forme dans ta vie ou quelle forme de rituel et qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'entrepreneur d'avoir cette dimension-là? Enfin, je pense à cette phrase de Steve Jobs qui dit que peu importe ta forme à toi, il conseille d'être relié à quelque chose de plus grand que toi. C'est quoi, toi, ta manière de voir la spiritualité? Ça prend quelle forme et quel rôle ça joue? Alors là aussi, c'est très personnel. En fait, c'est un moyen de me recentrer, de m'ancrer dans l'instant présent. Et du coup, justement, de prendre une distance avec
l'effervescence de nos vies où on est quand même assez speed. Donc en fait, j'aime bien méditer 2 fois par semaine, prendre un moment plus ou moins long, 10-20 minutes pour faire une méditation. Dans le silence ou ou guidé? Non, c'est des méditations guidées. Okay. En fait, pendant longtemps, j'avais l'application Petit Bambou. Je vais pas à la messe tous les dimanches, etc. Mais je sais au fond de moi que cette spiritualité, elle est profonde et elle m'apporte énormément, en fait. Je sais que les gens qui méditent 10 heures par jour, on a vu en fait que ça stimulait une partie de leur cerveau qui est finalement stimulée uniquement par la prière ou la méditation. Et du coup, effectivement, ça sécrète tout un tas d'hormones, de bien-être, etc. Au même titre que la pensée, en fait, peut produire des actions concrètes sur le corps ou dans la vie. Je trouve qu'il y a trop de dichotomie et d'opposition entre est-ce que tu choisis le business ou est-ce que tu choisis une vie dans le bien-être et où tu prends soin de toi. Pourquoi je devrais avoir une case? Tu vois, c'est comme être ambitieux et humble. Enfin, il y a plein d'enjeux. C'est pour ça que j'ai appelé ma boîte Paradoxe, hein, d'ailleurs, au passage. C'est parce que j'ai pas forcément envie de choisir parfois. C'est quoi les plus gros challenges qu'il y a eu dans développer du coup ta plateforme? La différence avec une société type Malte ou Upwork qui s'est positionnée très finalement small business, je vais prendre ma petite presta à 300 € ou 2 jours. Toi, de ce que j'ai compris, vous êtes allé assez vite sur des grands comptes. Ça a été quoi les challenges pour développer ta boîte? Le premier, je pense, c'est d'arriver à constituer rapidement une équipe de qualité. Parce qu'en fait, la réussite d'une entreprise, c'est presque toujours le collectif. C'est presque toujours les individus. Et il faut avoir des gens qui sont bons concrètement, qui sont impliqués, qui prennent l'initiative, qui prennent des décisions, qui font avancer les choses. Et c'est toujours difficile, même quand tu as déjà de l'expérience, de redémarrer un projet ex nihilo, de refaire venir des gens. Tout simplement parce que en fait, les gens sont frileux, donc ils n'ont pas confiance. Et quand tu redémarres une boîte, ah bah oui, mais la boîte a 6 mois, les locaux sont pas très grands. Donc ça, c'est toujours un challenge de reconstituer une équipe. Moi, je me souviens que la première boîte que j'ai vendue, qui s'appelait Aralis, où il y avait forcément beaucoup d'affect, c'était une période de ma vie quand même assez longue. En tout cas, ça peut te traverser l'esprit de te demander si c'est pas une trahison vis-à-vis des gens qui t'ont fait confiance, qui t'ont suivi, parce qu'ils s'attendent pas à ce que tu vendes. Et quand tu vends une entreprise, bah forcément, c'est un process sur lequel tu communiques pas, parce que si ça aboutit pas, tu vas pas dire aux salariés on est en train de vendre. Surtout que ça crée forcément de l'anxiété, puisque ça provoque un changement majeur. Donc, je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion sur comment tu vas amener ça, comment tu vas accompagner ce changement pour continuer de proposer une projection aux gens qui t'ont suivi jusque-là. Et assez souvent, d'ailleurs, ça passe par le fait de rester 1 an ou 2 ans avec le repreneur. Ouais. Mais c'est sûr que ça crée une rupture. Et forcément, tu vas avoir une partie des gens qui vont être déçus, des gens qui sont venus pour te suivre, qui peuvent être déçus en fait de se dire bah l'aventure s'arrête là. Et justement, tu parlais d'attirer et recruter des talents, ce qui est 2 choses différentes. Ouais. Tu l'as fait plusieurs fois pour plusieurs boîtes. C'est un gros sujet. C'est quoi tes gros apprentissages là-dessus, potentiellement appris dans la douleur ou appris par des conseils d'amis ou de lecture ou peu importe. Mais c'est quoi, tu dirais, les grosses pépites que tu aurais aimé qu'on te dise première boîte? C'est des choses que tu sais, que tu as entendues, etc. et que tu n'appliques pas forcément parce que parfois, tu es dans l'urgence du recrutement, tu es dans l'urgence des situations. Et en fait, la morale de tout ça, c'est justement probablement ne pas être faible en la matière. C'est-à-dire, tu vois, là, je suis en train de recruter un nouveau membre du CODIR pour ma boîte. Ça fait 4 mois qu'on est dessus, on n'a personne. Et ben en fait, sur un poste de directeur financier, ben on prend le temps. Si tu as des doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et si ça ne matche pas, si ça ne le fait pas, ben c'est que c'est comme ça. Et ce sera la personne suivante, tu vois, jusqu'à ce que ça matche bien, en fait. Donc, en fait, il ne faut pas faire de compromis, pas beaucoup de compromis en matière de recrutement, parce que tu le payes toujours. Et en fait, tu vois, en termes RH, on explique que c'est réduire sa dissonance cognitive. Tu veux absolument recruter quelqu'un, tu as un poste, tu as besoin de quelqu'un. Tu vois quelqu'un, à 3/4, il est bien, il y a 1/4 où pas terrible. Et tu y vas quand même. Donc, tu réduis ta dissonance cognitive, tu dis le quart, là, je le mets sous le tapis. Mais c'est sûr, ça va te péter à la gueule. Dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Mais, et voilà, en fait, donc c'est d'une certaine manière pas faire trop de concessions sur le recrutement. Ok, alors là, ça mène plusieurs questions. Ouais. Je vais avoir une tendance à être, avec moi-même déjà pour commencer, je pense le plus avec moi-même, hyper exigeant. Donc du coup, naturellement, ces exigences, je les projette sur les gens autour de moi. Et typiquement, dans mon recrutement,
des fois, je vais me demander, mais en fait, est-ce que c'est pas juste déjà très bien et moi qui suis en train de mettre le 100% à 125 en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire dans le sens que... Et surtout pour par exemple, si je prends la partie vidéo, on a recruté suffisamment de personnes aujourd'hui pour que j'ai gagné en expérience avec l'équipe, enfin pas que moi, l'équipe, on a gagné en expérience pour pouvoir se dire, ça c'est un bon monteur pour nous. Ça, c'en est pas un, parce qu'il y a eu plusieurs personnes, il y a eu du contraste, c'est un peu comme en couple. Et du coup, moi, je vois mon challenge, c'est pour les postes qui sont nouveaux. Par exemple, là, c'est la première fois que je recrute un head of marketing. Il y a 2 phénomènes qui se cumulent, qui sont le côté j'ai pas l'expérience. Enfin, du coup, 3. 1, j'ai pas l'expérience. 2, je vais être hyper exigeant. Est-ce que je suis pas en train de vouloir un mouton à 5 pattes ou quelque chose qui est irréaliste par rapport à où j'en suis? Et 3, dans le poste de head, contrairement aux vidéastes où on peut en avoir 5 et en fait se rendre compte, sur les 5, il y en a un qui va pas, on va arrêter. Je vais pas recruter 4 head of marketing et arrêter avec la personne qui va pas. Et donc, du coup, tu vois, tu disais cette phrase que j'ai entendue plein de fois qui est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'il n'y a pas un doute simplement parce que je suis dans mon délire? C'est là où il ne faut pas franchir la ligne jaune, probablement. Et c'est là où, vu que les ressources humaines, c'est une science parfaitement inexacte, par définition, on peut vraiment se gourer dans les recrutements, où je pense que la bonne démarche, c'est de se faire accompagner par un tiers, tu fais voir le candidat par une autre personne, et surtout, tu fais une bonne prise de ref. Et fondamentalement, quelqu'un qui a bossé 2 ans avec un candidat que tu rencontres, il va savoir t'en parler réellement. S'il te dit la vérité, si tu arrives vraiment à lui tirer les verres du nez, tu vas savoir ses forces, ses faiblesses, etc. Donc je pense que voilà, à un moment donné, quand tu te dis j'ai un doute, mais peut-être que ça vient de moi parce que j'ai un niveau d'exigence qui est trop élevé, faut aussi faire appel à l'extérieur. Et c'est souvent une bonne idée. Ou alors, faut se laisser du temps. Moi, j'ai remarqué que, je sais pas si tu fais ça, mais nous, on prend des décisions super vite chez le Hibou. On va toujours à 200 à l'heure. Et puis moi, je suis un intuitif. Donc, quand je sens les trucs, on y va. Et la réalité du truc, c'est qu'il y a quand même des moments où tu as un doute. Et en fait, l'espace-temps t'aide beaucoup. C'est-à-dire, tu laisses le truc reposer 10 jours. Et en fait, dans 89% des cas, dans les 10 jours, tu as la réponse à la question. Elle s'impose d'elle-même. Donc voilà, moi, ma façon de travailler, c'est de me dire, parfois, je vais chercher un avis externe. Et c'est quoi tes astuces? Parce que tout l'enjeu, quand tu fais un reference call, c'est les questions ou les séquences de phrases qui vont te permettre, à un moment donné, d'aller vraiment en profondeur et d'avoir non pas la couche de surface qui est pas intéressante. Déjà, la première chose, c'est que quand tu fais des prises de ref, les gens qui ne répondent pas, c'est une forme de réponse. Tous les gens qui répondent pas à une prise de ref, ça veut dire qu'ils sont pas contents. Sinon, ils prennent la peine, si vraiment ils ont créé un lien avec cette personne, ils prennent la peine de faire un coup de fil de 10 minutes. Donc ça, c'est une première indication qui est super intéressante. Et ensuite, je pense que comme les gens n'aiment pas critiquer des anciens collaborateurs, il faut leur faire parler au début des points positifs et après les emmener sur le terrain des points négatifs. Et là, il faut essayer de tirer la pelote. Une petite brèche et hop. Et tu as des petites phrases ou des questions? Parce que je te dis ça, par exemple, j'avais recruté quelqu'un au niveau marketing. On a fait les références calls. On a mal dû les faire, du coup. Ouais. On a fait 2 ou 3. On a eu des trucs top. On a eu des axes d'amélioration, enfin des endroits où ils pouvaient s'améliorer. Mais j'avais pas mesuré typiquement ce que j'ai pu voir après 1 mois et demi dans la boîte. Donc je me dis, il y a un endroit, à la fois dans le process et dans nos références calls, on a raté quelque chose. Ouais. Tu vois, moi, ce que je pense, c'est que souvent en entretien, on dit aux gens, bon, parle-moi de ta plus grande réussite. C'est une question qui permet de voir comment la personne peut se valoriser. C'est quoi pour elle une réussite? C'est une question qui est intéressante. Quand tu fais une prise de ref, moi j'aime bien faire la question inverse. Quel est son plus grand échec? Quel est son échec le plus important? En fait, ce qu'il faut que tu ailles chercher quand tu fais une prise de ref, c'est les points de faiblesse, les défauts, les erreurs, les échecs. Et là, dès qu'on t'ouvre une porte, tu t'engouffres dedans et tu déroules la plotte pour essayer de vraiment voir et tu finis par avoir la réponse à tes questions. En fait, je crois que la réponse à ta question, c'est il faut arriver à essayer de créer un lien authentique avec la personne avec laquelle tu as une conversation pour rentrer dans le vif du sujet, quoi. Et ça, tu les fais durer combien de temps? Parce que moi, je ressentais une forme de petite gêne à faire durer l'appel trop longtemps, lié au fait que la personne, entre guillemets, je lui apporte, dans mon monde, pas grand-chose à ce moment-là. C'est elle qui m'apporte de la valeur. Ouais, mais c'est vrai que c'est sympa d'accepter d'être un référent parce que tu donnes de ton temps alors que tu n'obtiens rien en retour. Bon, en général, tu demandes à la personne si on peut s'appeler 5 ou 10 minutes. Ouais. Et en fait, si la personne a envie de raccrocher au bout de 10 minutes, elle le fera. Mais sinon, elle passe 25 minutes, c'est pas un problème.
C'est pas toi qui va te dire bon ça fait 10, on arrête. Si tu sens que c'est fluide, tu continues quoi. Bah, c'est comme dans tout, hein, la nature a horreur du vide, donc tu prends la place. Trouver des talents, donc tu as parlé des cabinets de recrutement, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place qui t'ont été vraiment très utiles? Pour le recrutement spécifiquement? Ouais, pour le recrutement, ouais. Bah, le truc qui marche le mieux, ça reste la cooptation d'une entreprise. Nous, on recrute 40% de notre effectif en cooptation. C'est-à-dire c'est des collaborateurs qui travaillent chez le Hibou qui vont aller appeler des gens de leur réseau avec lesquels ils ont travaillé en disant tiens, lui, il était bon dans son domaine, etc. C'est-à-dire que t'en parles en disant voilà, on favorise la cooptation, on rémunère la cooptation, donc les gens ils touchent une prime s'ils cooptent des collaborateurs. De combien? C'est, je crois que c'est 1 000 €. Okay, si je dis pas de Google, bêtises. je crois. Ouais, ça va être 1 000 €. Mais les gens le font pas tellement pour la prime en réalité. Je pense que les gens le font parce qu'ils sont contents de contribuer au développement de la société. D'ailleurs, Google a fait le test. Ils ont fait leur split test de monter le monter et ça changeait rien. Ça changeait rien. Je crois qu'ils ont fait 1000, 2000 et en fait 1000 je crois ou 1000 entre 1000 et 2000 je me souviens plus du chiffre exact. Ils se sont rendu compte que ça c'était un sweet spot quoi. Ouais, c'est ça parce qu'en fait en réalité je pense que c'est un mindset. Les gens qui cooptent, c'est des gens, tu vois, qui ont une vision un peu globale de la boîte en disant bah tiens, pour l'entreprise ça peut être bien, donc je vais essayer de faire venir tel ou tel collaborateur. Et ça c'est vraiment ce qui marche le mieux, mais pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais tout à l'heure, David, c'est-à-dire que en fait, c'est comme de la prise de ref en mieux. La prise de ref, c'est celle de celui qui coopte. Il a bossé 2 ans avec une personne, il sait en parler parfaitement. Et donc, en fait, t'as la garantie globalement de pas te tromper, quoi. Même si l'environnement est pas le même si le contexte est pas le même, quand quelqu'un est coopté, en général, tu te trompes pas. Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3 000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclus dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui est pas facile et intuitif à utiliser et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines quand tu es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regardez HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, HB, gros coup de cœur. Un des déclics, je sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça, c'est tellement simple, mais quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est un truc de fou, comment je le réalisais pas et que je l'ai pas réalisé avant, c'est qu'en fait, ce qui fait que j'ai eu cette prise de conscience, c'est la manière dont il agence son propos, donc je sais pas si je vais le faire aussi bien que comment c'était dans le bouquin, mais ou si c'était en vidéo, peu importe. Mais en gros, il te fait, bon, pour arriver à développer ta boîte, tu crées une page de vente, donc oui, tu mets de la valeur sur le copywriting. Oui, tu es capable même de prendre une équipe de prod et faire un teaser. Oui, tu vas travailler tu vas faire des témoignages. Et en fait, et ça prend le temps comme ça. Et en gros, progressivement, il dessine tout le funnel marketing de la conversion, enfin de l'acquisition à la conversion et aux recommandations, etc. Et qu'est-ce que tu fais pour le recrutement?
Et en fait, ça m'a créé un déclic de me dire, mais tout ce qu'on fait pour le funnel marketing, en fait, on peut appliquer la job desk, qui est c'est une page de vente. On peut mettre un copywriter dessus. Ouais. On peut mettre un teaser dessus. On peut mettre des vidéos témoignages dessus. On peut créer de la recommandation. Moi, ça m'a créé un déclic de me dire, ouais, effectivement, les équipes, c'est là où une des choses les plus importantes. Et j'y mets pas l'énergie que je mets en marketing et en sales. Hyper d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand tu écoutes des entrepreneurs qui ont développé des boîtes qui ont été loin, quasiment tous te parlent de ça. En disant qu'en fait, la stratégie RH, la stratégie recrutement, la culture d'entreprise, c'est 2 axes fondamentaux. Parce qu'en fait, tu vois, au départ, je répondais à ta question, ça a été quoi les plus grands challenges au départ pour développer cette entreprise? Il y a celui-là, et effectivement, c'est un truc qui s'arrête jamais parce que tu as le recrutement, mais comme je te disais, le sujet de la culture d'entreprise, faire en sorte que les gens vraiment travaillent dans un climat de confiance, de bienveillance, où ils sont impliqués, où ils se fendent la gueule, parce que accessoirement, on est quand même là pour se fendre la gueule. Tous ces trucs-là, en fait, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on vit un vrai changement, parce qu'avant, c'était pas le sujet. En entreprise, on était là pour produire. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à bosser, on était là pour produire. Aujourd'hui, je pense que les gens attendent autre chose de l'entreprise. Ils attendent plus de sens, ils attendent plus de vision, et ils espèrent en fait pouvoir prendre du plaisir au quotidien. Donc, et tout ça, en fait, c'est ce qu'on doit construire dans une culture d'entreprise forte. Chaque culture d'entreprise est différente. Là aussi, je trouve qu'à l'époque, les trucs, on est une start-up. Moi, j'aime bien demander ça aux candidats. Ils me disent, ouais, j'aimerais bien venir chez le Hibou parce que il paraît que vous êtes une start-up qui est sympa. Je dis, mais c'est quoi une start-up? C'est une boîte dans laquelle il y a des baby-foot et c'est jeune et machin. Et ça me fait marrer parce qu'en fait, c'est vraiment du bullshit, quoi. On s'en fout des baby-foot, on s'en fout complètement. La culture d'entreprise, c'est quand même plus important que ça. Alors, il se trouve que, ouais, ils vont jouer à la pétanque et ils vont jouer aux échecs et ils ont des moments où on se marre bien. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus structuré. C'est une réflexion qui est beaucoup plus intéressante que ça, la culture d'entreprise. C'est génial, et d'ailleurs moi j'ai été très inspiré par Reed Hastings, le fondateur de Netflix. Ouais. Il dit quelque chose qui m'a fait écho là quand tu as dit ça, justement. Pour nous, et c'est marqué je pense textuellement sur leur site, hein, ouais. Pour nous, la culture n'est pas, alors je sais pas si c'est le baby-foot ou le mini-golf ou un équivalent, mais pour nous, la culture n'est pas le baby-foot. C'est des collègues avec qui tu t'entends bien et inspirants, et des challenges qui ont du sens. Enfin, il construit tout un truc comme ça. Donc ça m'a fait écho avec ça, et ça me parle beaucoup. Comment, alors déjà juste pour du contexte, toutes tes équipes sont dans le même bureau, t'es en remote, enfin c'est comment? Alors nous, on a des bureaux à Paris. Ok. On a des bureaux en région maintenant. L'an dernier, on a ouvert 4 bureaux: Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lyon. Pour quelle raison? Pour vraiment avoir un maillage national, être plus proche de nos clients qui sont en région, et aussi pour animer, si tu veux, les communautés de consultants localement. Tu vois, on est content de dire, en Bretagne, on a une communauté de 2000 consultants freelance et on les anime, on fait des meet-up, etc., etc. Trop bien. Donc, et puis, c'était aussi un élément différenciant par rapport à la concurrence qui nous a bien aidé à nous développer en région, parce qu'on cartonne vraiment en région depuis 1 an et demi. Donc, du coup, voilà, on a Paris, on a géré des bureaux en province, et on a l'île Maurice, puisqu'en fait, il y a un gros tiers du staff qui est basé à Grand-Bay, dans le nord de l'île Maurice. Okay. Et donc, la culture d'entreprise, c'est aussi arriver à gérer des gens qui sont sur des sites distants. Donc, les gens qui sont en province, ils reviennent tous les mois, passer 3-4 jours à Paris pour qu'on soit vraiment, on travaille le collectif, on passe du temps ensemble et on passe des bons moments ensemble. Et avec les équipes qui sont à Maurice, c'est un peu différent, mais on essaye aussi quand même de créer des rituels malgré les 10 000 kilomètres qui nous séparent d'eux. Comment on fait en fait selon toi pour créer une belle culture d'entreprise où il y a à la fois du bien-être, je sais plus quel mot tu as employé, on est là pour se fendre la gueule. Se fendre la gueule, voilà. Pour à la fois se fendre la gueule et de la performance, c'est quoi un peu, comment tu participes à créer ça? En fait, je crois que par le passé, c'était un truc un peu inné, tu vois, où je pense que tous les dirigeants ont plus ou moins de leadership, etc. Mais tu crées la culture d'entreprise au départ un peu à l'image du dirigeant. Parce qu'au départ, en général, il est seul. Là, ce que j'ai compris ces dernières années, tu vois, quand j'ai démarré le Hibou, donc on est dans notre 7e année, c'est que finalement, c'était une démarche qui devait être réfléchie et structurée.
Et typiquement, nous, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, moi, j'ai fait bosser un petit cabinet un peu par hasard. C'est parti d'un petit déj à Deauville lors d'un séminaire avec Croissance Plus. Je rencontre un gars qui s'appelle Patrick Vigneault qui me parle de culture d'entreprise. Et jusque-là, je voyais ça un peu comme un gadget, très honnêtement. Et il m'explique à quel point c'est un outil qui est puissant. Et en fait, du coup, j'ai fait bosser sa boîte qui a fait une petite mission pour nous accompagner. Et le premier truc, ça a été de te dire, OK, c'est quoi les valeurs de la boîte? Moi, j'avais défini des valeurs, mais en fait, je voulais qu'on redéfinisse des valeurs avec tous les salariés et que tout le monde contribue à définir les valeurs de la boîte. Ça a été un travail, on a fait ça lors d'un kick-off justement à l'île Maurice, tu vois. C'était au mois de janvier il y a 3 ans. Et donc, tout le monde a planché sur le truc. Et à la fin, on a essayé de regrouper ces valeurs, de voir celles qui étaient le plus incarnées, le plus importantes pour la majorité des collaborateurs. Et on s'est arrêté sur 4 valeurs. Donc, c'est l'audace, la performance, la confiance et la bienveillance. Okay. Et vraiment, je pense que ça, on les incarne hyper bien. Et tu vois, d'ailleurs, au dernier trimestre de l'année dernière, là, fin 2021, j'ai refait bosser cette boîte Be Harmonist pour voir si on pouvait aller plus loin, si les valeurs étaient bien incarnées et comment on pouvait encore les décliner dans l'entreprise. Et ce truc-là, en fait, est devenu la colonne vertébrale de la boîte parce que c'est devenu un outil hyper puissant. C'est-à-dire que on a un problème de management, quelqu'un vient me voir en disant « Bon, comment on gère telle situation ?» En fait, tu as une référence. Tu dis par rapport à mes 4 valeurs, comment je dois gérer cette situation. Tu vois, on est audacieux, on prend des risques. On a la culture de la performance, confiance, on doit faire confiance aux gens, on doit faire confiance à notre marché, on doit faire confiance à nos clients, ce qui n'exclut pas le contrôle. Et puis quand on a rompu la confiance, ça veut pas dire qu'on est dans le monde des bénis oui-oui. Hein. Ouais. Et la bienveillance, c'est-à-dire on se marre, ça vanne, ça rigole, mais toujours de façon bienveillante, avec un collectif, tu vois, qui est fort, un truc basé sur l'entraide qui est vachement fort. Et je pense que ça, c'est ce qui contribue en très grande partie à la réussite de l'EIBOO aujourd'hui. C'est en fait cette culture d'entreprise avec des gens qui sont animés par ces valeurs. Et ça se sent, mais ça transpire à bloc. Quelqu'un qui arrive chez nous au bout d'un mois et nous dit ah ouais, franchement, sans mauvais jeu de mots, mais c'est chouette, quoi. La boîte, non seulement il y a des process, elle est performante, machin, mais il y a une vraie culture d'entreprise. Tu vois, donc en fait, ce truc-là, je pense que c'est un truc qui se réfléchit, qui se structure et qui se transforme dans le temps. Donc, tu vois, une fois que tu as écrit ton truc, c'est pas on fait plus rien, en fait. Non, la culture d'entreprise, tu parlais du couple, c'est la même chose. Il faut travailler le truc, il faut le faire évoluer de manière à ce que ça reste un élément central, en fait, dans la boîte. Et justement, comment tu fais pour en faire un élément central? T'en as donné un, déjà, le côté on a une décision managériale. Qu'est-ce que ça donne via le prisme de nos 4 valeurs? Tu vois d'autres choses? Parce qu'il y a un bouquin, à chaque fois je perds son nom, mais Who you are is not what you do, not what you say is what you do, un truc comme ça, de Ben Horowitz, qui est un gros entrepreneur américain. Et tout son point, qui est hyper intéressant, c'est en gros, tes valeurs, c'est pas ce que tu mets sur un mur, tes valeurs, c'est ce que tu fais concrètement. C'est avoir des actions qui sont radicales, qui fait que d'un coup, tout le monde comprend. Non, c'est pas juste un mot, c'est notre culture. Ouais. Comment tu fais pour la faire vivre? Une fois qu'on a ces 4 valeurs, donc l'audace, bienveillance, performance et confiance, une fois que j'ai les 4, comment je fais en sorte de les faire vivre et de permettre à quelqu'un qui vient de rejoindre la boîte de se les approprier? Alors, il y a différentes choses. Nous, on est en train d'essayer de monter un truc qu'on appelle l'Académie l'EIBOO, tu vois, qui est une espèce d'école. Quand tu rentres, tu vas avoir un parcours pendant 3 mois où tu vas apprendre, ça dépend du job que tu vas faire, mais apprendre les métiers de la vente, apprendre les métiers de la tech, parce qu'on est dans un univers quand même de la tech où il y a beaucoup de choses à connaître. Tous les métiers de l'IT, etc., c'est super vaste. Et en fait, à travers ça, tu vas aussi découvrir le fonctionnement de l'entreprise et la culture d'entreprise. Okay. Notamment, on fait plein de vidéos, tu vois, on fait des tutos, etc., pour pas répéter tout le temps les mêmes trucs. Et puis, du coup, tu vas avoir une personne qui va faire une vidéo sur tel truc, une autre sur tel truc. Et donc, les gens ils commencent en fait à comprendre un peu la culture d'entreprise en traversant cette académie, en fait. Ça, c'est la première chose. Après, on a effectivement des choses qu'on a mis en place qui sont des rituels. Par exemple, on fait un brunch digital une fois par mois. On se retrouve tous avec Maurice, les régions, Paris, tout le monde en visio et
Bon, c'est un moment un peu déconnade où en gros il y a une personne qui va présenter un sujet et elle parle de ce qu'elle veut. C'est elle qui a choisi le sujet. Trop bien. Donc ça peut être sur n'importe quoi, les étoiles, le magazine Lui, l'histoire du magazine Lui, de ce que tu veux, n'importe quoi, pendant 20 minutes. Un TED, quoi. Ouais, exactement. Et à la fin, elle répond aux questions et puis elle désigne la personne suivante qui animera le brunch digital. Désigne, waouh. Ouais. C'est drôle souvent ou des gens les amènent des fois qui ont vraiment un ton sérieux Ouais, il y a tout. Okay. Il y a tout, mais ça en général, c'est assez léger. Surtout, ce qui est marrant, c'est de voir les centres d'intérêt des gens que tu n'imagines absolument pas. Tu vois, là, il y a le dernier en date, c'était il y a une semaine, il y a une fille qui a fait un truc sur les chats, tu vois, et tout l'univers des chats, etc. Et donc, ça t'emmène dans des univers dont tu parles absolument jamais en entreprise. C'est très drôle que tu parles de ça, parce que donc c'est la première fois que je l'entends. Et hier, je lisais un livre sur pas le fondateur, mais celui qui a racheté TED. Ouais. Et il a mis en place un rituel qui est très similaire à ce que tu décris. Donc c'est la première fois que je le lisais hier soir. Où, alors je sais plus quelle est la fréquence, mais c'est peut-être une fois par mois d'ailleurs aussi, où justement les collaborateurs de l'organisation TED vont faire un TED sur le sujet de leur choix. Donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Mais c'est une super idée, et c'est une super idée aussi parce qu'en fait ça permet à chacun de prendre la parole devant tout le monde, ce qui est en soi un exercice difficile, surtout pour ceux qui le font jamais, surtout pour les Français. Et surtout pour les Français, ouais, ça c'est clair. Il y a vraiment un truc à faire dans l'éducation, je pense, pour que dès le plus jeune âge, on aide nos enfants à prendre la parole en public. Mais c'est aussi un bon exercice pour cette raison-là, en fait, tu vois, parce que c'est un exercice difficile et en même temps, c'est un exercice qui est valorisant pour chacun des collaborateurs qui passent, quoi. Et juste après, d'ailleurs, que vous arrêtez direct ou Alors, tu as parlé de brunch d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on mange pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le brunch digital. Et à la fin, il y a le café random. Donc en fait, la fin du brunch digital, c'est la personne qui a présenté désigne la personne suivante en disant, bah tiens, David, le mois prochain, c'est toi. Évidemment, tu choisis ton sujet. Et le deuxième truc, c'est qu'en gros, il y a un café random, c'est-à-dire en gros, il y a des binômes qui sont constitués avec un petit soft qui fait ça de façon automatique. Et en gros, 2 personnes doivent prendre un café en tête à tête, en visio ou pas, selon qu'elles soient ou pas sur le même site. Dans le mois qui suit, les personnes doivent prendre un café à 2. Et en fait, du coup, tu te retrouves à discuter avec des gens avec lesquels tu fais pas forcément t'as pas forcément des moments one-to-one. Donc, c'est très sympa. Et est-ce que tu as la même chose dans ta boîte, d'avoir plein d'idées de choses que vous pourriez faire pour la développer? Est-ce que t'as ce syndrome que certains entrepreneurs ont, d'avoir des listes d'idées potentielles de développement? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, mais c'est un truc qui est hyper frustrant. C'est que tu te fais des to-do list, tu vois, à l'appel, et des projets que tu repousses parce que tu peux pas tout faire en même temps, parce qu'on lance déjà plein de projets. Alors justement, comment tu t'y prends toi pour arbitrer, choisir dans toutes ces idées, qu'est-ce qui compte vraiment? C'est une bonne question. Je crois que la réponse, en fait, c'est un mixte entre qu'est-ce qui est prioritaire selon moi pour développer la boîte, et d'autre part, quelles sont les ressources qu'on peut allouer pour ce projet. Donc il y a forcément une question de priorité, c'est que si c'est un projet qui est pas forcément urgent, mais qui est prioritaire, bah on va le surligner, mais on le fera plus tard. Enfin, tu vois, je pense que le truc, c'est ça. C'est par rapport, en fait, aux objectifs macro qu'on s'est fixés. On se dit, bah, on va faire 100 millions de chiffre d'affaires dans 2 ans. Et on veut avoir 3 pays dans lesquels on est présent. Voilà, ça, c'est l'objectif macro. Bah, après, en fait, tu rajoutes tout un tas d'idées. Est-ce que ça rentre ou pas dans l'objectif? Est-ce que c'est vraiment prioritaire par rapport à ce qu'on veut faire? Mais donc, non, c'est un truc que je fais. Alors, en fait, il y a quelqu'un qui nous a rejoint qui s'appelle Benjamin Delarue, il y a presque 3 ans, qui était directeur commercial et qui est maintenant DG, et qui est vraiment une personne avec laquelle on constitue un binôme pour piloter le développement de l'activité. Plus une autre personne, un autre Benjamin qui s'occupe de développer les régions, qui est DG de l'Hibou Région, plus le CODIR qui a des responsabilités en fait sur les grands verticaux de la boîte, la plateforme, les RH, etc., etc. Donc c'est avec ces gens-là en fait qu'on échange sur finalement quels sont les projets qui sont prioritaires ou non. Et t'as un rituel, par exemple, tous les trimestres, de vous voir et d'avoir un temps dédié à ça, ou c'est plus informel, ou les deux? C'est les deux. En fait, on a en gros un codir par mois, où on a un moment où on se voit, on est 7. De combien de temps?
En théorie, c'est 1h15, 1h30, mais en général, c'est 2 heures. Ok. On fait jamais en dessous de 2 heures. Pourtant, on rapproche les codir, mais tellement de sujets à voir, de décisions à prendre. Et puis après, voilà, il y a des points informels qui se font ou des points qui se font aussi toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en one-to-one. Moi, une des frustrations que j'ai des fois, c'est que dès qu'on est plus de 3 à 4 dans une réunion, j'ai vite le sentiment de... en fait, on a deux qui tchatchent. Ouais, ou même pas qui tchatchent, je suis en train de leur perdre du temps. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas en train d'amener un sujet qui les concerne directement. Est-ce que déjà, vous résolvez les problèmes pendant ces 2 heures, vous en parlez et c'est résolu après? Je dis ça par exemple, mais c'est plus un call hebdomadaire où je me suis rendu compte qu'on faisait un call hebdomadaire avec mon codir et que j'avais tendance à trop basculer en mode résolution et donc que je perdais du temps. J'en sais rien. Il y a un problème sales, de le résoudre et du coup mon CTO il a rien à apporter dans la conversation et là je switch vers plutôt prendre le problème et que les personnes entre eux se fassent le call à 2 ou à 3 si besoin. Je sais pas si je suis très clair. Si, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, tu veux de l'efficacité pendant ton codir, quoi, et garder une forme d'attention et d'intérêt de tous les membres qui participent à la réunion, quoi. Ouais. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est fixer l'agenda en amont. Okay. Et chacun peut rajouter des points. Okay. Comme ça, chacun a réfléchi. Ensuite, quand je démarre le codir, je rappelle toujours que l'objectif de cette réunion, c'est de prendre des décisions. Tu vois, ça fait du bien de le rappeler au début. On n'est pas là pour prendre un café et pour phosphorer pendant des heures. On est là pour prendre des décisions. Ça, c'est toujours bien de le rappeler, tu vois. C'est clair. Donc, en fait, ça donne un objectif sur la réunion. C'est un message qui est quand même qui est fort. Et après, ce que j'observe, c'est que parfois, nous, ce qui crée de la dérive, c'est qu'on va parler d'un sujet et on va commencer à essayer de dépouiller le sujet et on va trop loin. Donc, il faut savoir, je pense, en codir, dire bon, stop. On se refait un petit task force là, à 2 ou 3 sur le sujet et on en reparle au prochain codir. Tu vois, parce que sinon tu vas passer 1 heure sur les 1h30 de codir à parler d'un sujet en particulier. Et par contre, on revient ensuite sur le point et là, on explique la problématique et on essaie de prendre une décision. Moi, je trouve que c'est ça l'intérêt. Ça peut être sur un collaborateur, ça peut être sur un recrutement, justement, ça peut être sur un problème sur la plateforme, ça peut être sur comment on priorise le prochain lot de développement de la plateforme par rapport à un autre. Enfin, tu vois, il faut arriver à prendre des décisions. C'est là où je trouve que le codir trouve du sens. Pour aller dans une toute autre direction, enfin différente. Ouais. Et là, prends vraiment ton temps de nous le raconter. C'est quoi pour toi une des plus grosses galères par lesquelles vous êtes passé dans les 6-7 dernières années? Une galère qu'on a eue, c'est que on a un très grand groupe du CAC 40. On travaille beaucoup avec des entreprises du CAC 40. Donc une des plus grosses boîtes en France, une des plus connues, avec laquelle on a eu un problème, c'est que en fait il y a un mail qui est parti. On fait beaucoup de gros hacking, on automatise un certain nombre de choses comme tout le monde, même si on fait aussi beaucoup de sur-mesure. Mais et il y a un mail qui est parti qui était très très maladroit, qui proposait en fait des bons d'achat Amazon de 15 € qu'on propose aux freelances pour, par exemple, qui cooptent un autre freelance, enfin ce genre de choses. Et là, en fait, c'était envoyé à des clients en leur disant, pour que vous donniez en échange d'une bonne recommandation sur la plateforme auprès d'un consultant, sur un consultant, en échange, on vous propose un bon cadeau de 15 €. Premier problème, c'est vraiment ultra cheap de proposer un bon cadeau de 15 € à quelqu'un qui a des responsabilités dans un grand groupe. Mais en gros, ça a été une énorme galère puisqu'on est passé... on a été reconnu comme une entreprise qui faisait de la corruption, qui essayait de graisser la patte des salariés de ce grand groupe, que je ne nommerai pas. Ce qui était ridicule en soi, parce que proposer 15 € à un donneur d'ordre, ça avait pas de sens, quoi. Sauf que la façon dont c'était tourné, du coup, c'est remonté au niveau du département juridique, puis conseil de déontologie, etc. Enfin, ça a fait tout un pataquès. Et toi, tu l'as su quand, toi? Bah, je l'ai su très vite puisque on s'est pris des scuds par mail, on a été blacklisté, alors qu'on était un gros fournisseur de ce groupe. On était vraiment un de leurs gros partenaires, ils avaient vraiment besoin de nous. Et du jour au lendemain, la direction des achats a dit stop, la direction de la compliance est rentrée dans le truc. En gros, ils nous ont envoyés en Sibérie pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, plus un appel d'offres, blacklisté, etc. Plus le droit de passer un coup de fil dans ce grand groupe. Ouais. Après, le réflexe, tu vois, c'est de te dire qui a fait la connerie.
Ouais. Mais en fait, c'est complètement stupide parce que ça sert à rien, ça change rien. Le mal, il est fait. Donc, en gros, j'ai mis toute mon énergie à essayer de démontrer à ce client que c'était une boulette, c'était une maladresse d'une personne. Et qu'en l'occurrence, c'était absolument pas de la malveillance. Et en fait, le client l'a compris. Le client le savait. C'était tellement ridicule, proposer 15 €. On n'était pas en train de proposer une piscine. On n'a pas dit au directeur des achats, on vous refait le liner de votre piscine. Tu vois, c'était pas ça. C'était ridicule. Sauf que ils ont dû démontrer que voilà, d'un point de vue déontologique, ça se faisait pas. Donc, pendant 1 an, on était blacklisté. C'est que là, en fin d'année, qu'ils nous ont dit bon, ok, on vous réintroduit. Et puis ça y est, c'est reparti. On rebosse très bien avec eux. Ça se passe très bien, etc. Mais bon, voilà, ça a été une bonne galère à gérer. Je pense qu'on a perdu, on a perdu 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec cette histoire, juste à cause d'un mail qui était maladroit. Après, moi, je trouve que plus ça va, si tu veux, plus ça glisse, entre guillemets, les problèmes. Alors que, tu vois, dans les 3 premières années de l'entreprise, tu galères, t'as le couteau entre les dents, c'est dur. Le tour de force, tu vois, qu'on a réussi à faire, c'est nous, le hibou, on a réussi à se faire référencer dans des boîtes du CAC 40, alors que la plateforme, c'était la vérité si je mens. C'était une usine qui était en construction. Mais moi, c'est ce que j'aime faire. C'est-à-dire, tu vas faire des coups de claquette dans des grands groupes auprès de la direction des achats. J'ai fait ça et je le fais encore parce que j'adore faire ça et que je trouve que c'est important de montrer que je suis le business au premier plan. Mais ça a été de demander en fait à des clients de te faire confiance, de leur expliquer la projection, leur expliquer la vision de ce qu'on va faire. Bon, évidemment, tu triches toujours un peu entre ce qui existe et ce qui va être fait. Tu vois, il y avait beaucoup de fonctionnalités qui n'étaient pas encore en ligne, etc. Et comment justement tu trouves l'arbitrage, la bonne dose entre être pas exactement comme on est là maintenant et vendre un peu le futur et pas non plus vendre tellement loin que y a trop d'écart. À partir du moment où tu sais que tu vas pouvoir délivrer la promesse, c'est pas grave, tu vois, d'en rajouter un peu. Ça fait partie du job, quoi, en fait. Hein. Le premier VRP d'une boîte, c'est le dirigeant. Donc voilà. Et puis après, je pense que c'est une question de personnalité. C'est un moment qui est amusant. Et en fait, tu vois, t'es sur une crête, quoi. Concrètement, l'enjeu, il est énorme. Quand tu vas essayer de gagner le référencement de Renault, Total ou de la Société Générale, tu sais que si tu le gagnes, l'enjeu, il est énorme. Faut pas se louper, quoi. Mais je pense que voilà, le challenge principal, c'était celui-là. C'était de vendre une histoire qui n'était pas complètement écrite, un peu comme si elle était déjà écrite. Et ça, c'est un tour de force qu'on a réussi. Et moi, j'en suis super fier. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une position, on fait partie des plateformes leaders dans l'IT, voire numéro 1 dans l'IT en France. Et donc, c'est un challenge que je trouvais sympa à relever, celui-là. Je sens que ça te donne de l'énergie, cette partie-là. Donc, c'est quoi les tips ou les choses à apprendre de comment arriver à créer ce tour de force et ta capacité de leadership, de la voir en toi et la véhiculer, fait que cette histoire qui est irréelle, elle devient réelle dans la tête d'autres personnes et au bout d'un moment, c'est en train de prendre réalité et après, ça devient une évidence. Mais il y a toute une phase où c'est que dans ta tête. Et donc, c'est quoi pour toi les apprentissages ou les tips ou les choses qui marchent bien ou les erreurs à éviter dans cette phase qui est tellement clé, parce qu'une fois que tu es installé, c'est pas la même chose. C'est comme les gens qui me demandent, David, comment tu fais pour avoir des gens comme Richard Branson et des interviews? En fait, j'ai 2 réponses. C'est-à-dire qu'il y a la réponse d'aujourd'hui, où c'est tellement plus facile d'envoyer la vidéo de Marc Simoncini maintenant qu'elle est faite. Et typiquement, avoir Marc Simoncini alors que la chaîne YouTube, elle n'existe pas. Ouais. C'est 2 games différents. Ouais. Les 2 sont intéressants, hein, mais... Carrément. J'ai lu le bouquin de Richard Branson il n'y a pas longtemps et c'est exactement ça. Il raconte ses débuts, c'est exactement ça, quoi. Et c'est sûrement ce que tu as fait, toi. C'est, je pense, beaucoup d'audace, beaucoup de culot. C'est sûrement une grande capacité d'écoute. C'est-à-dire que finalement, quand tu présentes ton projet, quand tu présentes ta plateforme, quand tu dis voilà ce qu'on fait chez le Hibou et voilà ce qu'on va faire demain chez le Hibou, ton interlocuteur, il te renvoie vachement d'input, il te pose des questions, etc. Et quand il te pose des questions, tu dis ouais, ça on va le faire aussi. Et tu es en train d'enrichir en fait en live ta propre plateforme. Et tu sors du rendez-vous, tu dis ça, on va le mettre sur la roadmap. Cette fonctionnalité, elle est géniale. Et en fait, c'est ton interlocuteur qui t'a soufflé finalement une partie de la réponse. Ce qu'il voulait. Tu vois. Donc, moi j'adore le bouquin Lean Startup que tu as peut-être lu. Je l'ai pas lu, mais je vois le bouquin bleu avec un truc comme ça là. Ouais, voilà, ouais. Et ce bouquin est génial parce qu'en fait, il fait gagner tellement de temps à des entrepreneurs qui n'ont jamais monté de boîte. En gros, il te dit, essaye pas d'être perfectionniste et de développer ton produit de bout en bout avant d'aller au marché, mais va au marché day one.
Tu vas voir les gens, tu dis voilà, mon produit va faire ça. C'est dans le four, il n'est pas forcément dans le four. C'est dans le four, il va faire ça. Est-ce que vous êtes prêt à acheter? C'est pas est-ce que ça vous intéresse. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse? C'est une mauvaise question. Ouais, oui, ça m'intéresse. Non, c'est est-ce que vous êtes prêt à acheter quand il va sortir du four? Et là, en fait, tu prends des inputs et tu as une démarche beaucoup plus itérative. C'est quand il va sortir du four ou est-ce que vous êtes prêt à acheter maintenant pour l'avoir en avant-première? C'est quoi le... Ouais, c'est la vraie question, c'est là. Demain, il y a un bon de commande, là, ça sort dans une semaine. On y va ou pas? Et là, tu as la réponse à tes questions. Et là, tu vas avoir les détracteurs qui vont dire ah ben non, en fait, non, j'y vais pas parce que moi, ce que je veux, c'est ça. Et là, tu fais en fait très vite évoluer ton produit. Donc, je pense que la bonne démarche, en fait, c'est ça, tu vois. C'est d'être proche de son marché, de se frotter à son marché. Et puis, et après, c'est ce qu'on se disait, c'est que tout ça, c'est une aventure humaine. Donc, c'est créer du lien avec les gens. On s'est rencontrés, on va se rappeler, on va se revoir. Parce qu'il y a une histoire de confiance, évidemment, derrière tout ça, tu vois. C'est clair. Et donc, tu as dit plusieurs choses hyper intéressantes. Donc, déjà, c'est pas que toi qui pitch, il y a beaucoup d'écoute. Tu prends en compte le feedback. Toi, ces moments-là, tu vas les organiser. Le client vient chez toi, tu vas chez le client, tu l'invites au restaurant. Quand tu es en train de pitcher, tu es en face à face, tu es assis. C'est comment un peu le climat, enfin le contexte? Alors nous, comme on bosse essentiellement avec des très grandes entreprises, CAC 40, SBF 120, en général, ça se passe chez eux. Parce qu'ils aiment bien qu'on se déplace. Ouais. Donc on prépare la réunion, on essaye de démarrer par un moment de questions-réponses, parce que plus tu poses de questions en amont. Avant de pitcher? Ouais. Moi j'essaye toujours de dire je vous donne la politesse, tu vois, c'est une formule de politesse pour dire je vais vous laisser parler en premier, pour qu'en fait Donc c'est quoi votre challenge où tu laisses ouvert? Ouais, non, très ouvert. C'est quoi vos problématiques avec les consultants? C'est quoi vos problématiques de transfo digital? Est-ce que vous faites travailler avec des freelances ou pas? Comment vous bossez avec eux? Le sujet juridique, tous ces points-là. Et du coup, en fait, quand tu fais ta presse, tu sais beaucoup mieux l'orienter parce que tu as déjà eu pas mal d'input de ton client. Qui dure combien de temps cette phase d'écoute, on va dire, avant de passer en pitch pour toi? Pour moi, il faut qu'elle soit la plus longue possible. Il vaut mieux passer 90% du temps à poser des questions et 10% à présenter que l'inverse. C'est sûr et certain. Donc, c'est pas toi qui va dire à un moment donné, super, je vais vous présenter, t'attends qu'ils arrêtent de parler presque. Ouais, c'est ça. Ou quand j'ai plus beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, en général, je dis bon, allez, on prend la main et voilà, je vais vous présenter la solution Leibou. Donc, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, en général, je prévois quand même 20 minutes minimum pour pouvoir parler du sujet. Globalement, on sait que ça va répondre à peu près à toutes les questions qu'ils vont poser, puisqu'au fur et à mesure, donc, on enrichit la présentation. Donc mon mode de fonctionnement c'est ça. Après c'est aussi d'avoir, tu vois, en pur B2B, mon expérience m'a montré que ce qui marche bien c'est en fait une approche à 3 bandes, c'est-à-dire top down, c'est-à-dire que tu vas essayer de voir des gens haut placés dans l'organisation et il faut pas avoir peur de taper très haut. C'est génial. Là, il y a 10 jours j'ai participé à un truc qui s'appelle le Top AFEP, je sais pas si tu connais. Non. Qui est une rencontre entre entrepreneurs et les 40 patrons du CAC 40. Ok. Donc j'en ai vu 9 en speed dating. Trop bien. 10 minutes avec chacun d'entre eux. Donc c'est absolument génial. Le PDG. Ouais, exactement. Incroyable. Ouais, exactement. Donc tu vois, j'ai vu le patron de Sanofi, le patron de JC2Co, le patron de BNP. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Patron de SFR Altis. Et je trouve que ça, en fait, dans une boîte, on a peur souvent, tu vois, d'aller taper à haut niveau. Alors, c'est rare d'aller taper à ce niveau-là. Là, en l'occurrence, c'est un truc qui est organisé. Donc voilà, mais c'était un exemple que je voulais montrer à mes salariés en disant, voyez, je vous dis qu'il faut faire du top-down. Bah, j'essaie d'être exemplaire dans le domaine et de le faire, tu vois. Et j'aime bien essayer de remonter dans la hiérarchie dans les organisations. Donc ça, c'est le premier truc. Faire du bottom-up, c'est-à-dire, tu vas voir, pour nous, c'est manager. Tous les managers, etc. Et ensuite, essayer de remonter. Et après, la troisième entrée, pour moi, c'est les prescripteurs. C'est hyper important d'avoir des gens qui sont pas dans l'organisation du client, mais qui sont dans leur écosystème, qui les conseillent. Ça peut être une société de conseil qui conseille tel grand groupe sur sa stratégie achat, sur les outils, sur le freelancing. Si eux, ils nous connaissent, ils nous ont identifiés, ils savent la valeur qu'on apporte aux grandes organisations, ils vont souffler dans l'oreille de leurs clients, le hibou, c'est bien. Et comment tu réponds justement, on a commencé d'en parler tout à l'heure, entre moi je suis un grand groupe, j'ai le choix entre de bosser avec Sogeti ou je sais pas, un Capgemini, ouais. Ou le hibou. C'est quoi en fait le bénéfice pour moi de bosser avec toi? Alors en fait il y en a plein, puisque le hibou, on n'est pas directement concurrent des ce qu'on appelle les ESN, entreprises services numériques, tu vois, les Capgemini, Atos, etc. En fait le hibou, on a fait un petit pas de côté par rapport à ces entreprises.
on fait travailler des gens qui ont bossé 10, 12, 15 ans dans ces entreprises, qu'on en marre d'être salariés. Ok. Parce que comme ils sont consultants dans l'IT, ils passent quand même 95% de leur temps chez des clients. Ils ont un sentiment d'appartenance, en tout cas à leur propre employeur, qui est faible, puisqu'ils passent la majorité du temps chez les clients. Tu vois, donc c'est quand même un business qui se prête bien à devenir freelance, parce que en fait ces gens-là sortent d'un schéma salarial qui est un peu particulier. Et en fait du coup ils basculent en tant que freelance. Donc nous on les aide pour créer en fait leur statut, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient en portage salarial, etc. Et surtout, on leur met à disposition gratuitement une vitrine. Ils vont s'inscrire, un peu comme un Airbnb, sauf que là, ils vont exposer leurs compétences sur la plateforme. Et on les met en relation avec des grands groupes pour accéder à des missions auxquelles ils ne pourraient pas accéder sans nous. Donc ça, c'est le bénéfice pour le consultant. Et pour le client, en fait, il est multiple. Mais en gros, on a une démarche vachement innovante parce qu'on leur permet en 2 clics de trouver un expert qu'ils ne trouveront plus justement dans des boîtes traditionnelles où il y a des salariés. Donc quelqu'un de super pointu en 3 clics avec des notations clients. C'est-à-dire avec finalement un avis hyper éclairé. Puisque comme les consultants sont des personnes morales, ils sont notés par les anciens clients chez qui ils sont intervenus. Donc le gars de BNP Paribas va par exemple voir la notation de quelqu'un chez Natixis qui a fait bosser ce consultant pendant 2 ans. Et ça a énormément d'intérêt. Donc nous, notre boulot, c'est en gros de capter de la donnée, faire marcher un moteur avec l'intelligence artificielle pour, en fonction des compétences, du moment, de la zone géographique, etc., dire voilà, les 2-3 meilleurs profils du moment, c'est ceux-là. Puis après, on met aussi à disposition de nos clients une brique logicielle qu'on appelle FMS, Freelance Management System, qui est un outil en fait pour les grands groupes qui leur permet de piloter toute la relation avec les freelances. Où est-ce qu'ils en sont contractuellement, les bons de commande, les notations des donneurs d'ordre, etc. Ils ont tout ça en ligne en fait dans la plateforme Le Hibou. Et là, une boîte qui nous écoute, qui fait 200 salariés, ils peuvent avoir un intérêt à travailler avec Le Hibou? Ouais, bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on se déploie en province. C'est qu'en fait, on est en train de se déployer auprès de grosses PME, des ETI ou des startups. On bosse avec des boîtes comme Mano, Content Square. On bosse avec des grosses PME en province. Et pour eux, en fait, si tu veux, on crée un nouvel usage. C'est que tu vois, Google, en fait, a quand même révolutionné le monde. Parce que en fait, tu vas poser une question et tu as la réponse quasiment immédiatement. Ben là, l'idée, c'est de dire, t'es patron d'une PME, je sais pas où, à Carcassonne. Tu cherches un consultant SAP ou un consultant Salesforce pour travailler sur tel module de SAP, un truc très pointu. Et en 2 clics, tu as la plateforme Le Hibou qui te montre, voilà les consultants, leur disponibilité, les avis clients, leurs tarifs, etc., etc. C'est clair, juste comment tu fais pour... parce qu'il y a des cas, quand même, ça m'est déjà arrivé, où tu as la personne à 700 ou 800 euros au jour qui ne vaut pas son TJM. Ouais. Alors là, tu as amené la partie recommandation, témoignage, qui je pense est un bon moyen d'arriver à filtrer. Tu vois d'autres choses? Ta question, en fait, elle explique en partie le modèle hybride chez Le Hibou entre une plateforme où on a digitalisé des process, où on va capter de la data, on va raffiner de la data, on va la valoriser sur la plateforme, avec un moteur de recherche qu'on essaye de faire progresser au fur et à mesure, et un modèle hybride avec un accompagnement humain. C'est-à-dire que chez nous, à chaque fois d'envoyer un consultant chez un client, il y a une phase de qualification avec une personne qui va faire des tests techniques, essayer de voir un peu les soft skills, la personnalité du consultant. C'est quoi sa motivation par rapport au projet qu'on lui présente? Est-ce qu'elle va savoir tout faire ou pas? Et en fait, tu vois, c'est la somme des deux, plus les avis et les notations clients, qui nous permet globalement de faire intervenir des consultants sur lesquels on a vraiment des certitudes. Trop bien. J'ai des questions rapides, réponses rapides. Ok. Tu peux prendre le temps si tu as besoin. Quel est un des meilleurs conseils business qu'on t'ait donné? Suis ton intuition. Ok. Est-ce que tu as une citation préférée? Deviens ce que tu es. Ok. Elle représente quoi pour toi? C'est tellement toute ma vie, je trouve. C'est-à-dire un espèce de cheminement où tu essaies de comprendre ce pourquoi tu es bon et du coup, tu vas te développer et tu vas te sentir bien dans ce que tu fais. Et c'est l'histoire d'une vie, quoi. Donc, je trouve qu'elle me parle vachement. Moi aussi. Est-ce que tu as un film, un documentaire ou une série préférée? Narcos. Narcos, pourquoi? J'en parlais hier soir, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit. Parce que je pense que c'est celle qui m'a le plus travaillé la nuit quand je la regardais. J'y pensais, j'en rêvais. Ah ouais, histoire de fou, je trouve que c'est une histoire, on a l'impression que c'est une fiction et c'est une histoire vraie. Et c'est quoi qui te faisait, justement, qui travaillait dans la... Ce que je trouve marrant, c'est qu'un bandit puisse avoir autant de pouvoir qu'un chef d'État.
et qui viennent emmerder un Ronald Reagan qui est président des États-Unis, alors que c'est un bandit. Je trouve ça assez fascinant. C'est clair. Et tu verrais des qualités, entre guillemets, à apprendre de lui? Non, je dirais pas ça, parce que en réalité, il était hyper cynique et parfaitement immoral. Enfin, il tuait des innocents, etc. Au-delà de cet aspect-là, tu vois des éléments, entre guillemets, d'apprentissage qu'il pourrait avoir. Bah, c'est certainement quelqu'un qui avait un leadership énorme, une confiance en lui énorme. Mais ça s'arrête là. Comme tous les dictateurs, en fait. C'est clair. Ta relation au sommeil, elle est comment? Plutôt bonne. Je m'endors en général en maximum 32 secondes. Ok, trop bien. Ça, j'ai de la chance. Et tu dors en moyenne combien de temps? Pas assez, parce que je me couche tard, mais je dirais 7 heures. 7 heures. Bon, ça va, il y a des entraîneurs, c'est 4 heures. Ouais. Non, moi, ça me tape sur le système si je dors 4 heures. Trop bien. Merci en tout cas, Christophe. Merci, David. Hyper sympa. Trop bien.